Joe Biden, motherfucker. On va commencer par déballer le tapis rouge pour Joe Biden. Hop! L'épisode du Capitole, tout le monde a parlé, tout le monde le sait, ça a fait trembler la planète. Enfin, sauf sur les marchés. Et pas que sur les marchés traditionnels. Je pense à Bitcoin quoi. Avant de commencer le débrief hebdo, je te souhaite encore une fois une excellente année 2021. Plein de bonnes choses, avant tout la santé. J'espère que t'as pris la bonne résolution de t'abonner à la chaîne pour commencer et à liker. Bon, les placements de produits, ça c'est fait. Oui, parce que les marchés ont été complètement tirés par Joe Biden après sa victoire sénatoriale en Géorgie, qui est donc passée dans les mains des démocrates. C'est ce qui a provoqué la foudre pro-Trump au Capitole. Des démissions en pagaille. Bref, ça y est, on est prêt pour faire des plans de relance budgétaire à mort. Joe Biden prévoit plus de 2000 milliards de dollars. 2000 dollars à envoyer à chaque foyer par chèque. Merci donc aux sauveurs, au Père Noël. Même s'il va instaurer d'autres mesures fiscales un peu agressives, que ce soit sur l'énergie, sur le secteur des technologies. D'ailleurs, cette semaine, le Nasdaq était pas en grande forme jusqu'à ce que l'action Tesla s'embrase. Oui, on va en parler après. Plan de relance plus banque centrale égale sur les marchés. Bim! Nouveau record historique, en veux-tu, en voilà, ici, là, même sur le DAX. Alors, il y a toujours un irréductible qui a beaucoup de mal, c'est le CAC 40, notre fameux indice parisien. Même si tu intègres les dividendes au travers du CAC 40 GR, parce que le CAC dont on parle toujours, finalement, lui, n'intègre pas les dividendes. Il essaye de suivre, mais c'est un petit peu compliqué. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, faut savoir que Tesla vaut la moitié des 40 valeurs du CAC. À elle seule. CAC 40, c'est quand même un tout petit marché finalement. Oui, donc ça bourre aussi parce que la réserve fédérale américaine continue à injecter qu'elle en peut plus. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Encore 120 milliards de dollars par exemple pour la réserve fédérale américaine. Même si la Fed a été plutôt mesurée dans ses propos mercredi au travers des minutes du FOMC. Minutes, je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Les risques de l'activité étaient plus équilibrés qu'auparavant. Pas d'intervention avant que le taux à 10 ans n'atteigne les 1,25%. D'ailleurs, le taux à 10 ans s'est un peu excité cette semaine. Mais bon, visiblement pas très dramatique pour le moment. Et un seul des membres de la Fed était chaud pour augmenter la cadence de la planche à billets. Mais les marchés n'ont absolument pas bronché. On aurait pu se dire, ils injectent moins, du coup, moins d'injections, ça y est, ça va commencer à baisser. Mais non. Ah non, ils n'y ont pas cru parce qu'en fait, la macro, tout au long de cette semaine, il y a eu le chômage américain, donc le chômage sur le mois de décembre. J'aurais pu employer des mots un peu plus durs, un peu plus crus, mais on va s'arrêter juste à dégueulasse. ADP, NFP catastrophique. T'as les chiffres ici, à peu près 300 000 de création de postes sur le mois de novembre, 60 000 créations de postes attendues sur le mois de décembre, et finalement, sur les deux rapports de l'emploi, d'ailleurs, qui ne sont absolument pas calculés de la même manière, on a eu plus de 100 000 destructions de postes. Bon, par contre, le taux de chômage, lui, il continue à baisser, mais bon, tu sais que les chiffres, ils sont pas non plus vraiment vrais, quoi. Disons qu'ils choisissent, grosso modo, ceux qui sortent et ceux qui rentrent dans la stat. Disons que les marchés, le taux de chômage, maintenant, ils s'en cognent. Autre impact de notre ami Joe, c'est la baisse du dollar américain. Alors ça, je sais, je t'ai saoulé avec la MM50H4. D'ailleurs, depuis, on a fait à nouveau des nouveaux plus bas depuis l'année 2018. Alors certes, on est sur un gros niveau mensuel, mais pour le moment, on n'a pas véritablement de réaction, même si en fin de semaine, ça frétille encore un petit peu. Tant qu'il n'y a pas de vif retournement sur une unité de temps importante, a priori sans news de la Fed, politique ou autre élément exogène, genre un mouvement de panique qui entraînerait une ruée vers des valeurs refuges dont le dollar américain fait partie, pour le moment, je cherche pas le point bas, j'essaye d'accompagner le plus longtemps possible cette fameuse tendance baissière, notamment qu'on a en H4. Alors j'accompagne tant bien que mal, oui, on va en parler après. Donc sur les indices, hausse, record, pas de problème, tout va bien madame la marquise. Je te rappelle que le point de repère que j'utilise, c'est la moyenne mobile à 20 jours sur l'ensemble des indices, MM20 Daily, donc qui fait office de trampoline. Bien joué. Ouais, on la touche et bam! D'ailleurs, lundi, on l'a touché et on s'est fait un petit peu peur, Retour des opérateurs, première séance de l'année, bim, les indices américains, ils perdent quasiment 2,5%. Et je suggère toujours dans ce type de cas, que ce soit d'ailleurs dans des moments de panique ou des moments d'euphorie, de prendre du recul, d'utiliser l'analyse technique pour prendre des points de repère objectifs et éviter d'être dans l'émotivité. C'est ça à quoi ça sert d'ailleurs l'analyse technique, ça évite de faire des achats, des ventes un petit peu au pif, d'essayer de travailler une méthode. Parce que lundi, tu lis les news, oui, Covid, ou Covid 2, ça y est,
il est en train de s'insérer un peu partout. Confinement, reconfinement, au Royaume-Uni, au Japon, c'est normal que ça baisse. Ah ouais, sauf qu'en fait derrière on a tout pété. Et d'ailleurs, concernant l'émotivité, voyons ici l'indicateur CNN Money. Pour faire simple, c'est un mélange entre le VIX, le ratio put-call, et il y en a à peu près 7 là-dedans. Ça mesure l'émotivité du marché, et là tu vois le curseur, il est à peu près au milieu, donc ni panique, ni euphorie. Ça va, c'est cool. Ouais, parce qu'on aurait pu se dire, bah si on est en euphorie, bah à un moment donné, on va passer de l'euphorie un peu au calme, donc du coup ça va consolider. Bref, ça veut peut-être aussi un peu dire qu'il y a encore un peu de potentiel, tant qu'on n'est pas dans une phase euphorique. Bon, alors par contre, parlons sérieusement, techniquement, sur les indices américains notamment, on l'a vu cette semaine sur IVT, notamment les bornes hautes de ces canaux ascendants, par exemple ici sur le Dow Jones. On en a d'ailleurs un petit peu partout. C'était notre objectif de la semaine, notamment sur le carnet de bord, ces fameux 31 200 sur le Dow Jones. Disons que maintenant, ça va être un petit peu plus tendu de commencer à payer, quoi. Surtout si t'as pas respecté le plan de chercher des achats tant qu'on restait dans la tendance et de profiter justement de ces opportunités de repli pour acheter et accompagner. Donc quand tu as un plan, applique-le tant qu'il n'est pas invalidé et puis c'est tout. Des fois ça passe, bah oui, il y a des fois ça passera pas. Mais au moins tu le respectes. Mais d'ailleurs, je comprends pas moi, j'ai respecté mon plan à l'achat sur l'eurodoll. Bah oui, on est dans une tendance haussière avec un canal ascendant H4, on revient sur la borne basse, moi j'achète. Avec en plus cette fameuse logique du dollar américain qui est en tendance baissière, donc qui à chaque fois rebondit sur MM50 H4 et derrière bam. Sauf que il veut pas continuer, il y a plein de mouvements parasites là au milieu. Donc oui, ça m'a valu un stop loss, alors depuis longtemps, mais bon, ça arrive, hein, ça montre aussi que voilà, hein, ça fait partie du trading tout simplement, de revenir sur terre, et aussi pour vous montrer que la théorie et la pratique finalement ce sont quand même deux choses un peu, je vais pas dire opposées, mais il y a un gap entre les deux quoi. Ah, c'est pas toujours aussi simple. Bref, sur l'eurodoll, on n'a toujours pas pété à la baisse les 1,22, en tout cas au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, mais c'est tellement relou parce qu'en fait ça monte, mais à chaque fois il y a des replis tellement forts que finalement c'est un peu compliqué de gagner là-dedans. Donc je vais le laisser de côté, me concentrer sur là où il y a un peu d'action, là où il y a du flux, des vraies tendances, des accélérations, comme on l'a vu par exemple sur les indices. Ouh, ouais, bah, là où il y a du flux, de l'action, de la tendance, par exemple sur l'action Tesla. Alors oui, c'est notre fil conducteur du débrief hebdo, hein, ça j'avais prévenu. Donc le plus riche du monde, ça y est, c'est Elon. 195 milliards de dollars dans la poche. Alors pas vraiment dans la poche, mais disons que c'est après surtout la valorisation de ses actions. Ah bah tu mates l'action, elle arrache tout. Hein. L'une d'ailleurs des actions les plus shortées au monde. Alors ça y est, tout le monde parle de bubule. En même temps, elle représente tout de même 55 fois la capitalisation de Renault. À elle seule, elle représente les 7 plus gros constructeurs au monde à elle seule, alors qu'elle produit quand même un petit peu moins de bagnoles. PER de 600 sur 2020. Et en même temps, si on se retourne le cerveau, moi j'aime bien retourner les graphiques, vas-y retourne le graphique là, et ben cherche le point bas de ce truc. Je te souhaite bonne chance, c'est ce qu'on appelle finalement un couteau qui tombe. Bon d'ailleurs, objectif du week-end, me taper le bouquin d'Elon Musk. Visiblement, beaucoup ont réagi sur mon compte Twitter, que tu me suis ici. Très intéressant, je l'avais pas commencé, bah ce week-end, c'est l'objectif. Autre tendance forte, le pétrole. L'Arabie Saoudite a coupé de 1 million de barils produits par jour à partir du mois de février, ça y est, c'est annoncé. Après 2 jours de négociations, notamment avec la Russie, qui elle au contraire voulait augmenter le rythme de sa production. Oui, l'Arabie Saoudite a peur que tout ce qu'ils ont mangé là en 2020, finalement, que la reprise soit pas vraiment là, donc c'est pas le moment d'augmenter la production. Et ça a été une surprise monumentale. Le pétrole s'est enflammé le jour de l'annonce, donc c'était mardi, le pétrole a gagné plus de 5%. Tu t'en doutes, loi de l'offre et de la demande, l'offre se réduit, bim, les cours du pétrole, plus 50% de progression depuis le début du mois de novembre, en 2 mois seulement. Ah ouais, faut vite courir à la pompe là. Autre actif en tendance, alors c'est pas un actif, hein, c'est une crypto, hein, tu le sais, tout le monde en parle, ça y est, plus de 40 000 $ le truc, 1000% de progression depuis mars. Alors ça c'est lié notamment à ces fameuses injections de liquidité. L'argent coûte pas cher, du coup ce qui rapporte, il n'y a pas beaucoup de trucs. La crise du Covid qui a fait profiter notamment ce qu'on appelle un peu les valeurs refuges entre guillemets. L'effondrement de certaines devises, on l'a vu par exemple avec le dollar ou alors par exemple avec le peso argentin. Et surtout d'un point de vue technique, et ça j'en ai parlé quand même depuis quelques semaines, on a une hausse technique beaucoup plus construite que ce qu'on avait connu fin 2017. Fin 2017 c'était vraiment l'euphorie à fond.
c'était une exponentielle. Alors là, certes, c'est une exponentielle, mais sur des unités de temps un petit peu plus courtes, on remarque quand même des grosses phases de consolidation, alors qui sont de moins en moins longues. Mais par exemple, comme on l'a vu en début de semaine, lorsque le Bitcoin avait perdu 10, 15, 20% en une seule séance, ça y est, il y avait beaucoup de monde qui était en train de paniquer, sauf qu'on était revenu à peine sur la MM50H4. Finalement, plus il y aura de mouvements baissiers de ce type, et plus ce sera positif pour pouvoir construire des supports, nettoyer d'ailleurs au passage un petit peu les carnets, et plus c'est positif pour éviter de tomber dans l'euphorie totale. Alors quel objectif sur le Bitcoin? On me pose souvent la question, mais en même temps je pense que là c'est une devinette en fait, hein. C'est avoir une boule de cristal, c'est juste des objectifs marketing. Pareil que Tesla, hop, on retourne le graphique. Admettons que tu es acheteur de ce truc là et de cette config, tu te dis où est-ce que ça va s'arrêter? Bah c'est du pif. Voilà. Donc pour moi, c'est l'objectif, c'est de travailler à l'achat tant que la tendance haussière n'est pas invalidée. Par exemple, tu peux t'aider d'une moyenne mobile. Et fais pas comme Jackie, comme je l'ai tweeté, c'est-à-dire tous les 1000 $ de hausse. Oh, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Oh, c'est plus cher. Oh, encore 1000 $. Oh, c'est plus cher, 40 000 $, 42 000. Bah, c'est cher. Et puis te dire, oh putain, oh, c'est bon, j'ai tout loupé. Allez hop, 45 000, 50 000. Je clique sur le bouton achat. Et là, tu peux être sûr que ça sera le point haut. Attention si tu réagis par émotion, surtout si tu n'as pas de plan de trading ou d'investissement, peu importe, tu l'appelles comme tu veux, c'est sûr que tu vas te faire déchirer. C'est sûr. Sûr. Donc je dis pas qu'il faut pas acheter. Je suis le premier, encore une fois, à dire de continuer à travailler à l'achat sur des unités de temps courtes, comme on l'a fait par exemple cette semaine sur IVT. D'ailleurs, JP Morgan vise un objectif de 140 000 $. En début de semaine, c'est peut-être aussi ce qui a embrasé le truc. Mais peut-être plutôt attendre un repli technique, comme en début de semaine, au moment où tout le monde panique. Hop, tu rentres calmement pour prendre le train en marche sur un niveau technique avec un niveau d'invalidation, un premier objectif, un deuxième objectif, etc. Bref, un plan de trading quoi. Et le gold, alors là par contre j'ai pas compris parce qu'il y avait un gros flux dans la nuit de dimanche à lundi, ça j'en ai parlé, bah j'étais pas devant parce que j'étais pas prêt quoi, c'était retour de vacances et tout, pas... Voilà, j'étais pas opérationnel. Tout se passait bien techniquement, sorti par le haut d'une tendance secondaire baissière alors que la tendance primaire est toujours haussière. Et là, bim, fin de semaine, il s'est fait déchirer comme sur l'argent. Bon, alors j'ai eu chaud là-dessus parce que je travaillais à l'achat. Puis après, quand il a commencé à baisser sur les 1900 $, j'attendais un signal aussi. Heureusement, parce que sinon je me serais fait déchirer. Bref, j'ai eu chaud. Ouais, là on peut dire. Ouais. Alors ce qui est bizarre, en plus, j'ai pas trop compris ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de violent rebond du dollar américain. Alors il remonte un peu, mais c'est pas non plus voilà. Les marchés actions en fin de semaine, c'était pas non plus l'euphorie totale. Au contraire, ils étaient plutôt un petit peu timides. Donc l'explication, je vais chercher très probablement pendant le week-end parce que j'aime bien comprendre quand même ce qui se passe. Mais en même temps, c'est pas ce qui va me permettre de payer non plus. Parce que là, vu la violence du flux, même s'il n'y a pas de news, pour le moment, j'ai pas trop envie de me mettre en face, quoi. Et là, on réintègre le canal baissier. Donc là, ça va être peut-être un petit peu délicat, sauf si tu as une conviction forte. Et tant mieux pour toi. Mais c'est pas mon cas. C'est donc un début d'année 2020 avec de beaux cadeaux. Enfin, ça c'est si tu suis les tendances, pas la macro ni les valos. Dangereux de chercher le point haut. Fais gaffe quand même au FOMO. C'était le débrief hebdo. Et n'oublie pas l'abo et le pouce vers le haut. Et sinon, Jack, il est où Jack? Jack. Ah le milliardaire là qui a fondé Alibaba, on le trouve pas depuis le 24 octobre. Tu critiques le gouvernement chinois, c'est un peu risqué quoi. Reviens Jack. Alibaba elle a déjà perdu 35% de sa valeur là depuis que t'es parti là. Je dis ça pour toi tout explose, ton action elle se fait défoncer. Merci, je suis très content de vous retrouver dans le débrief hebdo en cette année 2021 et je te dis ciao.